Madame, monsieur, bonjour. Il y a 50 ans naissait le bouillonnant printemps de mai 68. Manifestations étudiantes, organisation et occupation des usines. Les événements ont débuté à Paris et se sont propagés en province et notamment à Bordeaux. Quel était l'état d'esprit à l'époque? Qu'en reste-t-il aujourd'hui en Aquitaine? C'est le thème de Dimanche en politique. Dans cette émission, nous allons vous proposer des images, des documents rares de l'époque et puis des invités, évidemment, sur le plateau. Tout d'abord, Philippe Madrel. Philippe Madrel, bonjour. Vous étiez conseiller général à l'époque, en mai 68. Oui, j'étais conseiller municipal à Ambarès et professeur au collège d'Ambarès. Vous êtes aujourd'hui sénateur, vous êtes élu depuis 50 ans, c'est assez rare. Oui. On va en reparler dans cette émission. En direct de Dax, nous allons retrouver Joël Dussault. Joël Dussault, bonjour. Vous êtes co-auteur avec Pierre Branat de Mai 68 à Bordeaux. Ce livre qui vient de sortir, qui fait justement, qui apporte un éclairage sur cette période en Aquitaine et particulièrement à Bordeaux. Vous êtes aussi ex-sénatrice. Sur le plateau également Jean Petot, politologue, enseignant à Sciences Po Bordeaux, et puis expert de la politique régionale, et puis Inès Cartier, étudiante en 4e année à Sciences Po Bordeaux. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors évidemment, nous allons parler de cette époque avec ceux qui ont pu être acteurs à l'époque de ce mouvement, justement, mais tout d'abord, un regard avec la jeunesse, un regard sur cette période. Inès, vous avez 20 ans, un tout petit peu plus. Que représente mai 68 pour vous aujourd'hui ? Pour moi, mai 68, c'est vraiment un symbole de mouvement social. Et tout de suite, je pense à mes grands-parents qui avaient 20 ans tous les deux à Toulouse à ce moment-là. Ils vous ont raconté cette période-là ? Oui, ils m'ont raconté. Ma grand-mère m'a dit l'autre jour que mon arrière-grand-mère, donc sa mère, faisait des provisions et avait peur des événements qui se passaient. Et sinon, mes grands-parents n'ont pas été vraiment acteurs ou dans les rues à jeter des pavés puisqu'ils attendaient ma mère qui est arrivée quelques mois après. Est-ce que vous avez l'impression que cette période-là, de mai 68, a changé la vie et votre vie d'aujourd'hui? Est-ce que 68 a un impact sur votre vie d'aujourd'hui? Je pense que pour les mouvements sociaux, ça a eu un impact, puisqu'après on a eu des mouvements de libération des femmes, des mouvements écologistes qu'on n'avait pas avant mai 68. Et on retrouve par exemple l'occupation aujourd'hui encore en 2018, donc je pense que ça a eu un impact. Oui. Merci Inès. Alors Philippe Madrel, vous étiez au plus près de ces événements. Je l'ai dit, vous étiez déjà élu en 68, vous étiez conseiller municipal, conseiller général. Vous avez vécu ces moments au plus près. Quel est le souvenir le plus fort que vous avez de cette époque-là? Le souvenir, j'étais professeur au collège d'Ambarès. Je me souviens bien sûr des grèves qu'on a faites dans l'éducation nationale. Elles ont été nombreuses. Bordeaux était en effervescence, comme beaucoup de villes à ce moment-là. Et j'ai quand même le souvenir de cette période qui a quand même libéré. Je pense que il y a eu un mouvement où d'abord, c'était un mouvement qui a lutté contre l'autorité à l'école, l'autorité dans les entreprises. Il y a eu quand même, incontestablement, l'autorité a été profondément diminuée, notamment en ce qui concerne l'éducation nationale. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller à Paris, et là, Paris en pleine effervescence, j'étais... C'était pour voir au plus près les événements ou c'était pour une mission professionnelle? Vous avez souhaité aller vivre ces événements? Là, j'étais à Paris parce que j'étais avec le député de ma circonscription, René Cassagne, dont j'étais le suppléant. Voilà. Et donc, on est allé au plus près. On voit ces événements à Paris sur les images. Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que mai 68 a changé votre vie à ce point-là? Moi, je pense que ça a été une libération quand même des esprits. Sur le plan social aussi, il y a eu quand même des libertés incontestablement sur le plan social. Dans les usines, il y a eu des mouvements de grève qui ont porté leurs fruits. Et je dois dire que le collectif a peut-être pris de la place quand même aussi, par rapport aux individualismes. Je trouve que, enfin en tout cas au niveau de l'éducation nationale, je trouve qu'il y a eu au niveau de l'esprit collectif a incontestablement gagné du terrain, je le pense. Joël Dussault, je l'ai dit, vous êtes en direct de notre bureau studio de Dax. Vous avez écrit un livre, je le redis, mai 68 à Bordeaux avec Pierre Branat aux éditions La Geste. Alors évidemment, en dehors de la date symbolique, 50 ans après, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui méritait pourquoi est-ce que vous avez pensé que cette époque méritait un livre 50 ans après? D'abord, je pense que Bordeaux méritait un livre.
C'est vrai que quand on parle de mai 68, tous les livres, tous les articles qui sont écrits parlent de Paris. C'est vrai que Paris a focalisé l'attention à juste titre, mais il s'est passé aussi des choses, et des choses importantes, dans toutes les grandes villes universitaires, dans toutes les grandes villes ouvrières, et Bordeaux en est une. Donc Bordeaux méritait que l'histoire de mai 68 soit racontée. Est-ce qu'en fouillant les archives, est-ce qu'en vous plongeant dans cette période-là, 50 ans après, vous avez découvert des choses que vous n'aviez pas imaginées? Est-ce qu'il y avait encore des choses à déterrer? Je crois qu'il y avait beaucoup de choses à trouver. Aucun travail universitaire n'a été fait jusqu'à maintenant sur mai 68 à Bordeaux. Nous avons donc effectivement travaillé énormément sur les archives, y compris bien entendu les rapports de police, mais aussi tous les rapports qui arrivaient à la préfecture, tous les documents, beaucoup de documents ouvriers qui ont été réunis tant par l'Institut Aquitain d'études sociales que l'Institut CGT d'histoire, qui a aussi beaucoup de documents ouvriers. Nous avons utilisé des témoignages qui ont été enregistrés et écrit en 98, donc à une période où la mémoire était encore fraîche et les témoins étaient encore assez jeunes. Et nous avons également rencontré une vingtaine de témoins, interviewé une vingtaine de témoins. Donc je crois qu'il y avait beaucoup de choses effectivement qui n'avaient pas été ni dites ni écrites et qu'il fallait réunir pour ce cinquantenaire. Jean Petot, vous n'étiez pas enseignant encore, évidemment, en mai 68, mais vous étiez né, ce n'est pas une offense que de dire que vous étiez né, oui. Vous étiez enfant. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette période? Parfaitement, parce qu'il se trouve que j'étais en 6e, donc première année de collège. Mes parents habitaient à la campagne, j'étais pas du tout d'ailleurs dans le sud-ouest, j'étais en Anjou, et j'ai le souvenir, étant pensionnaire, du dernier autocar scolaire que nous avons pris, tous les élèves là, qui étaient à la campagne, pour rentrer les uns et les autres dans nos familles respectives, parce qu'on savait qu'il n'y aurait plus d'essence, et que c'était le dernier autocar qui partait de la ville. Il y avait un côté un peu exode, on a du mal à imaginer comment, parce qu'on a souvent une vision de la ville, des événements, de la capitale, comme l'a très bien dit Joël Dussault, et puis heureusement maintenant un peu des grandes villes de province, mais il y avait aussi la campagne. Mais c'est un pays qui est qui est pas majoritairement rural, mais où la population vit beaucoup à la campagne, et l'absence d'essence a fait que pendant à peu près un mois, c'était des grandes vacances, c'est le souvenir que j'en ai, d'un mois de mai, où nous avions la radio et les apparitions de temps en temps du général de Gaulle. Et j'ai un très bon souvenir, très vivant, je veux dire, de l'allocution de Gaulle le 30 mai à la radio. Ça reste très, très présent dans ma mémoire. Voilà. Alors, pour bien comprendre cette période de mai 68, particulièrement à Bordeaux, ce que l'on a appelé les événements, je vous propose de plonger dans les archives des documents rares commentés par Jean-François Meckel. Par petits groupes, les étudiants de l'Université de Bordeaux ont donc gagné le cours d'Alsace-Lorraine pour se rassembler devant leur association générale. Le 7 mai, Bordeaux vécut sa première manif. Quelques centaines d'étudiants de rares calicots stigmatisant la bourgeoisie, un galop d'essai qui se termine sans incident. À 20 000 manifestants. Le 13, une fragile jonction s'opère entre les étudiants et les organisations syndicales ouvrières. De la place de la République à celle de la Victoire, 20 000 personnes défilent derrière une banderole unitaire. C'est le signal de la grève générale dès le lendemain. Les ateliers d'assaut, comme la majorité des grandes entreprises de la région, sont occupés par les ouvriers. Les étudiants, de leur côté, poursuivent l'occupation du centre-ville, avec notamment 48 heures d'émeute le 24 et le 25 mai. Barricades, cavalcades, échauffourées, les étudiants se retranchent dans la fac de lettres, prise d'assaut par les CRS. Bilan, 180 blessés, 90 interpellations. Joël Dussault, comment est née la contestation à Bordeaux? Le mouvement étudiant? Ça a commencé par le mouvement étudiant en solidarité avec la répression vis-à-vis des étudiants parisiens. Et donc, ça a commencé avec un petit peu de retard, comme je pense dans beaucoup d'autres villes universitaires. La première grande manifestation étudiante se situe le 7 mai. Elle est
uniquement étudiante, même si quelques syndicalistes sont venus ici ou là pour nous rejoindre. Et ça a été une manifestation énorme dont l'importance a surpris tous les organisateurs, y compris moi-même. Je n'étais pas du tout organisateur, mais j'avais fait l'année précédente beaucoup de manifestations. Nous étions très très peu nombreux contre la guerre du Vietnam. Et là, soudain, nous nous trouvions avec une masse énorme d'étudiants comme jamais nous n'avions pu imaginer que ça pouvait se faire. Quel souvenir avez-vous de la jonction entre les étudiants et les ouvriers ? Il n'y a pas eu une jonction, il y a eu une préparation commune de la manifestation du 13 mai. Alors le 13 mai était choisi bien sûr à cause de De Gaulle, à cause du 13 mai 58. 10 ans, c'est assez. 10 ans, c'était le coup d'État de De Gaulle, ou ce qui a été présenté ou vécu comme un coup d'État de De Gaulle 10 ans avant. Et cette manifestation commune a été préparée à la Bourse du Travail par des rencontres entre l'intersyndicale, la CGT, la CFDT et FO, et les délégués étudiants, dont Jean-Paul Michel, qui ont discuté et décidé ensemble et du trajet, et des mots d'ordre, des slogans. Jean et des prises de parole. Une réaction à ce sujet également. Ce qu'il faut dire, et Joël forcément le confirmera, parce que d'ailleurs c'est très bien rappelé dans le livre coécrit avec Pierre Branat. Mai 68 à Bordeaux. Voilà, oui. c'est page 49. Il y a un extrait d'une chanson de Jean Ferrat. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous la chanter. Dommage. Il l'a écrite en décembre 67. On parle de vous sans cesse, de vos opinions, vos voitures, vos maîtresses, vos clubs en renom. Vous avez pour vous la presse, la télévision. Vous vous dites la jeunesse, pauvre petit con, fils de bourgeois ordinaire, fils de Dieu sait qui. Vous mettez les pieds sur terre, tout vous est acquis, surtout le droit de vous taire pour parler au nom de la jeunesse ouvrière, pauvre petit con. Je veux dire par là que les relations entre le Parti communiste et donc quand même ce qui était son bras armé beaucoup plus qu'aujourd'hui, qui était la CGT, et les étudiants, c'était pas l'amour fou, quoi. Il y avait une méfiance réciproque, et il y avait surtout de la part du PC en 68 le souvenir intact des événements de 65-66 où la jeunesse communiste du PC avait fait dissidence. Et c'est là qu'en particulier avait été créée la Ligue communiste révolutionnaire avec Krivine et d'autres. Donc la tendance gauchiste qui était majoritaire chez les étudiants n'était pas du tout appréciée par le PC quand même. C'est le bruit de fond, c'est ça quand même. Philippe Madrelle, est-ce que les élus de l'époque ont immédiatement perçu l'importance de ce mouvement ? Je pense que peut-être pas complètement, mais enfin quand même, je crois que c'est vite venu. On a compris tout de suite qu'il y avait comme une révolution quand même, et une contestation incontestable de l'autorité, que ce soit l'école, que ce soit... Il a fallu du temps quand même pour que ça rentre dans les esprits. Je pense qu'il il a fallu du temps, oui. Est-ce qu'il y a eu des erreurs commises par certains élus, certains dirigeants à l'époque ? Certainement, je pense que certains n'ont pas vu venir, le torrent, quoi. Hein. Ça, c'est exact. Hein. J'ai été à l'Assemblée nationale, donc j'étais avec René Cassagne, là. Il y a eu d'ailleurs une motion de censure qui a été repoussée de 4 ou 5 voix, là. Hein. Il y a toute la gauche qui était réunie, d'ailleurs, y compris les députés communistes. Elle a échoué de très peu, cette motion de censure. Et ensuite, je crois qu'effectivement, il y a eu des erreurs qui ont été commises, certainement. On a pas. Je me permets de couper Philippe Madrelle, pardon, Philippe, mais pour bien comprendre. En 67, il y a des élections législatives en France. La majorité gaulo-pompidolienne gagne, mais elle l'emporte de peu. La majorité est très étroite. Et les gaullistes de l'UDR n'ont la majorité qu'avec le soutien des giscardiens et des indépendants. Et cette majorité législative, la force qui est la force montante, c'est la FGDS, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui regroupe, derrière François Mitterrand, qui regroupe le SFIO, le Parti radical socialiste, et des petites formations politiques. La convention c'est cette assemblée-là qui est en place en 68. Et c'est cette assemblée-là que De Gaulle va dissoudre le 30 mai. Voilà pour l'aspect très... Remettre les choses. Ah oui. Et la motion de censure à laquelle fait référence Philippe, c'est une motion de censure qui est déposée aux environs du 24-25 mai, et qui manque de faire renverser le gouvernement. Oui, de très peu. Voilà pour l'aspect très politique. Joël Dussault, quel était le climat social, ce conflit né sur des braises en fait? Quelle était la contestation sociale du moment? Alors,
Est-ce qu'il naît vraiment sur des braises? Quand on a alors il y a un très très grand conflit à Bordeaux en 67-68, c'est le conflit des Dassault. C'est une grève très longue, très dure, mais qui est en train de se terminer au mois d'avril. Quand on a regardé avec Pierre Branat, on a voulu faire le point exactement du nombre de mouvements de grève qu'il y a eu au début de l'année 67, le premier trimestre, et au début de l'année 68. En fait, c'est à peu près la même chose. En réalité, si le mouvement part, il part pour une raison principale. C'est un mouvement de la jeunesse, c'est un mouvement vraiment de génération que l'on trouve et chez les étudiants et chez les salariés, chez les ouvriers. Et c'est un mouvement international, puisque cette année 68, avec bien sûr le grand exemple, disons, des hippies américains, des mouvements de jeunesse américaine qui sont à la fois contre un mode de consommation et contre la guerre du Vietnam, se propage dans le monde. Il y a des grands mouvements de révolte de la jeunesse en Italie, au Japon, en Allemagne bien sûr, en France. Il y a donc ce mouvement à la fois international et ce mouvement de génération. Inès, est-ce que cet état d'esprit qui vient d'être décrit vous parle? Est-ce que ce mouvement de solidarité, de génération, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, que vous pouvez comprendre et que vous ressentez aujourd'hui? Alors moi, non, personnellement, mais beaucoup d'étudiants, notamment ceux qui manifestent aujourd'hui en occupant leurs universités, s'inspirent de mai 68 et le fait que ce soit le cinquantenaire galvanise un petit peu les étudiants. Moi, j'en retiens, bien sûr, en l'ayant étudié, mais c'est tout. Mais pardon, il me semble quand même que ce que vient d'évoquer Inès, c'est-à-dire la dimension commémorative, c'est quelque chose qui, dans l'imaginaire de la contestation en France et des manifestations, va se retrouver tous les 10 ans, depuis 68. C'est-à-dire qu'en 78, il y a eu 2 ans avant des grèves universitaires de 76 contre les décrets 60 sur l'UCIT. Et on imagine que on rejoue. Mais 68 reste une référence. C'est une sorte d'étalon 2 générations plus tard, dans le fait qu'on rejoue encore en quelque sorte, avec une espérance que ça va cette fois-ci fonctionner. Alors on a parlé donc des étudiants, on a parlé des élus, on va voir également que les syndicats évidemment ont joué un rôle essentiel, même si parfois ils ont pu être un peu en retard dans la gestion du mouvement. En 2008, Roger Gors, qui était délégué départemental de la CGT Dordogne pendant les faits de mai 68, nous expliquait les enjeux et les résultats de ce bras de fer. On écoute. Les événements de 68, pour moi, dirigeant départemental de la CGT, sont des événements qui sont arrivés un peu comme naturellement. Moi, j'ai pris le train en route, en quelque sorte. Donc, le 13 mai, puissante manifestation à Périgueux. Le grand mot d'ordre qui a dominé, le grand mot d'ordre politique qui a dominé le mouvement mai 68, c'est 10 ans, ça suffit. 10 ans de pouvoir gaulliste. Et nous étions en Dordogne dans cette situation. Le bâtiment, l'habillement, la chaussure, il n'y avait pas de convention nationale, il n'y avait pas d'accords nationaux. D'emblée, avec le constat de Grenelle, l'augmentation du SMIC de 34%. Le SMAC, le salaire minimum agricole garanti, a été augmenté de 56%. Avec le recul du temps, moi je vous dis très tranquillement qu'en 68, ce qu'il y avait dans la tête des gens, c'était de mieux vivre. C'était de mieux vivre, Philippe Madrelle. Est-ce qu'il y a eu parfois des accords excessifs à ce moment-là de signer pour réussir à sortir du conflit? Je pense pas. Je crois que il y a eu beaucoup de discussions quand même, mais je pense que ça a été quand même, ça a été signé dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Il y a peut-être eu quelques excès parfois, mais enfin, d'une manière générale, je ne crois pas. Mais vous voyez, ce que Roger Gors se pointe est un vrai point, on va dire, peut-être de différence de ligne entre les revendications étudiantes ou de la jeunesse, même s'il y avait effectivement la jeunesse ouvrière dans la jeunesse, mais au moins les étudiants, qui étaient par exemple des intellectuels influencés par la littérature américaine, le fameux Herbert Marcuse, L'homme unidimensionnel, etc. La critique de la société de consommation, elle était déjà forte du côté des étudiants. Et puis, chez les ouvriers, les syndicalistes et les travailleurs, ils disent, nous, ce qu'on voulait, c'était mieux vivre. Donc, consommer davantage. On voit bien qu'il y a une sorte de contradiction.
un peu, j'allais dire, originelle, qui fait que ces mouvements se sont effectivement, on parle beaucoup de convergence des luttes, on en a parlé récemment, se sont coagulés, mais ils se sont jamais, à mon sens, véritablement fondus. Ce qui était en fait le dénominateur commun, c'était les 10 ans, ça suffit, contre De Gaulle. C'était ça. Alors on a parlé des universités, il y a eu énormément de modifications des statuts également des universités. Nous sommes allés voir Jacques Valade, qui est élu girondin bien évidemment, qui a eu à ce moment-là vécu de plus près la réforme des universités et mai 68, ancien député, ancien sénateur, ancien ministre de l'enseignement supérieur. Jacques Valade était à l'époque enseignant. Doyen de la fac de chimie. Et il est devenu doyen ensuite, après les événements de mai 68, justement juste après. Il nous explique quelles étaient ses motivations à l'époque. En fait, ce que nous souhaitions à ce moment-là, c'est, et on retrouve, n'est-ce pas, les canons du gauloisme, c'était davantage de participation et surtout qu'on ne néglige pas l'opinion des gens qui soient éventuellement étudiants. Je dis bien éventuellement parce que, bon, il y a des limites de l'intervention des étudiants dans la gestion des grands systèmes, mais aussi qu'il y ait les chercheurs, qu'il y ait les personnels de toute nature, n'est-ce pas, qui pouvaient être associés. Si bien que dès mai 68, moi-même, mais aussi les gens de ma génération, avons été intéressés plus par du structuralisme que par la révolution. Voilà, Jacques Valade qui est devenu doyen en effet de la faculté ensuite, après ces événements, qui a probablement beaucoup de choses également à nous raconter en coulisses. Joël Dussault, comment en fait c'est passé ensuite, comment se sont déroulés les événements pour la sortie de grève? Tout ça n'a pas été simple pour la reprise d'activité. Alors je crois que la première grosse coupure, j'écoutais ce que disait Jean Petot par rapport aux relations ouvriers-étudiants. La première grosse coupure, ça a été pour Bordeaux, non pas l'occupation du Grand Théâtre, qui a été en fait, en réalité extrêmement paisible, avec une sortie tout aussi paisible, mais ce qui s'est passé le 25 mai... Grâce au dialogue avec le préfet Delaunay d'ailleurs à l'époque. Hein. Oui, tout à fait. Là, je dois dire que comme Grimaud à Paris, le préfet Delaunay à Bordeaux a eu un rôle extrêmement positif, comme d'ailleurs le doyen de lettres Louis Papy, qui a été aussi tout à fait remarquable. Il a été en réalité extrêmement protecteur par rapport aux étudiants constamment. Et y compris donc, lors de la nuit des barricades, puisqu'il y a eu une charge de police d'une très grande violence, alors que la manifestation passait place Péberlan, qui a d'une certaine manière déclenché le mouvement des barricades. Donc un certain nombre de personnes ou sont allées au marché Victor Hugo, ils l'ont occupé, ont fait des barricades autour, ou ont occupé la faculté de lettres enfin, sont allés à la faculté de lettres de Bordeaux. Moi, c'était mon cas. Mais nous, les étudiants en particulier, ont pu sortir à 1h ou 2h du matin, ça a été mon cas, sans contrôle de police. Et ça a été négocié avec beaucoup de fermeté, et par le doyen Papy, et par le préfet. Ce point de vue-là, il y a une gestion assez remarquable du rapport avec les étudiants. Il fallait le dire. Il nous reste 3 minutes dans cette émission, c'est court. Juste un mot, Joël Dussault, parce qu'il y a peut-être un malentendu sur ce point-là. Est-ce que mai 68 a permis ensuite une révolution sexuelle et une différence, justement, un rapprochement homme-femme? Je crois que mai 68 a été... Il n'y a pas eu de mouvement féministe en mai 68. Mais d'une certaine manière, même s'il y a eu ici ou là dans des entreprises, à EDF par exemple, ou dans les banques, des réflexions qui incluaient toute la question de la sexualité, de la maîtrise de la sexualité et des rapports hommes-femmes. Mais il se trouve que il s'est passé comme s'il y avait une espèce de bouchon qui sautait. Et tous les mouvements féministes sur la maîtrise du corps, sur l'avortement, sur la contraception, sur l'égalité homme-femme, s'ils ont démarré juste après, je crois que c'est effectivement parce que mai 68 s'est déroulé. Merci Joël Dussault. Inès, vous venez d'entendre ces échanges, de voir ces images. Si je me projette sur 2018, on voit ce mouvement de contestation qui existe aujourd'hui, les cheminots en grève et d'autres professions. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est très éloigné de mai 68 et que le climat n'est plus du tout le même s'il y a des revendications par catégorie? Je pense que les revendications, elles ont évolué, elles sont
différente, mais surtout moindre par rapport à mai 68. Et beaucoup d'étudiants qui occupent ces blocus peut-être souhaitent revivre cette convergence des luttes, mais je ne crois pas qu'on y soit. Et je pense que Pour quelle raison vous pensez que ce n'est pas faisable aujourd'hui? Déjà parce qu'ils sont très minoritaires et très politisés également. Donc les enjeux sont vraiment différents. Il nous reste 1 minute 30, Jean Petot. Est-ce qu'il n'y a plus d'esprit contestataire aujourd'hui en France? Pas suffisamment? Il y a une sacrée différence, pardon de le dire comme ça, par rapport à mai 68, c'est qu'entre-temps est survenu en France le chômage de masse. À l'époque, il y avait 250 000 chômeurs, 300 000 chômeurs. Oui. Il n'y avait aucun problème pour retrouver un emploi dès qu'on était licencié. Aujourd'hui, et ça dure depuis à peu près 25 ans, c'est plus du tout le cas. Et puis qu'entre-temps aussi, alors d'autres beaucoup plus savants que moi, je pense en particulier à Jean-Pierre Le Goff, Marcel Gauchet, etc., ont bien dit aussi que quelque part l'individualisme a pris le dessus du point de vue des revendications de chacun. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est compliqué. Il n'y a plus de grands cadres structurants comme il pouvait y avoir le Parti communiste, l'Église catholique de France, etc. Tout ça n'existe plus. Philippe Madrelle, pour conclure, est-ce que ça veut dire que les Français sont heureux aujourd'hui dans ce monde et dans cette société? C'est un résumé. Mais enfin, en tout cas, je suis d'accord avec Jean Petot. Il y a quand même, je trouve quand même que le libéralisme a quand même progressé, à mon avis. Le collectif qui avait gagné beaucoup de terrain en mai 68, je trouve que les idées libérales ont gagné du terrain. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, merci. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté d'ouvrir votre boîte à souvenirs. Merci d'avoir accepté de nous livrer vos sentiments. Dans quelques instants, le flash de la mi-journée. Excellent après-midi. Merci.